Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons juste avant la pause estivale pour une nouvelle édition de Défi Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. Au micro, Pierre-Yves Le Naourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG. Lors de notre édition du 22 mai dernier, nous avions fait le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance d'entreprise, une émission à écouter ou réécouter dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité. En effet, parmi les grands risques qui mobilisent les conseils d'administration et les dirigeants en 2025, la cybersécurité figure incontestablement en tête. La digitalisation toujours plus importante de l'économie, des entreprises comme des administrations, la sophistication croissante des cyberattaques, ciblant données sensibles comme infrastructures critiques, les tensions géopolitiques mondiales ou encore les multiples réglementations européennes sont autant de raisons qui font de la cybersécurité un enjeu à la fois stratégique, technique et systémique exigeant toute l'attention et l'implication des instances de gouvernance. Pour faire le point sur ce sujet majeur et comprendre comment les conseils d'administration peuvent s'en emparer efficacement, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Marais, associé au sein de KPMG et responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles. Bonjour Vincent Marais, bienvenue au micro de Défi Gouvernance. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation radiophonique. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour commencer cet échange, Vincent Marais, pourriez-vous définir ce que l'on entend par enjeu de cybersécurité en 2025 et en quoi c'est un sujet stratégique pour les entreprises et leur gouvernance? Alors, la cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens techniques, humains, organisationnels qui sont mis en œuvre pour protéger une organisation face à des actions malveillantes qui visent à lui porter atteinte via ses infrastructures technologiques, ses systèmes d'information, ses réseaux informatiques, ses données. L'affaire NotPetya, donc en 2017, a eu un mérite, c'est de permettre d'avoir des chiffres, des métriques. Saint-Gobain a communiqué les chiffres publiquement, donc il n'y a pas de secret. L'impact, c'est 250 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et 80 millions d'euros sur le résultat. Donc, c'est loin d'être négligeable et tout le monde a compris que, vu ces impacts, c'est un sujet de direction générale et donc de conseil d'administration. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui également très réglementé, et pas que pour le secteur banque, finance, assurance. C'est enfin un sujet grand public, c'est-à-dire que les cyberattaques font les gros titres des médias, et quand il y a une cyberattaque qui a des impacts sur de grandes quantités de personnes, des consommateurs, des particuliers, c'est au directeur général d'aller s'expliquer et voire s'excuser à la télévision. Il y a donc un enjeu fort d'image et de confiance pour les entreprises. Donc c'est un sujet triplement stratégique et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris dans les COMEX comme dans les conseils. La question, c'est donc plus faut-il agir et investir en cybersécurité, c'est est-ce qu'on agit et est-ce qu'on investit au bon endroit avec la bonne priorité et avec des résultats mesurables? Alors vous en parliez à l'instant, les médias se font régulièrement l'écho de cyberattaques. Quelles en sont les principales caractéristiques et comment voyez-vous cette menace évoluer dans un futur plus ou moins proche? Moi, j'aime bien me focaliser sur les impacts pour les entreprises privées, parce qu'on peut parler de phishing, de malware, de ransomware, d'EDR, de SOC, etc. Mais c'est quoi l'impact des cyberattaques? Et en fait, il y en a plusieurs. En premier lieu, l'impact, c'est l'impact sur l'activité. Une cyberattaque, elle peut entraîner en quelques minutes l'arrêt de systèmes informatiques qui supportent des processus critiques. Donc la production, la vente, la facturation, la logistique, la paye, etc. En deuxième lieu, la fuite de données. Les bases de données qui contiennent des informations sur les employés, sur les clients des clients, même des informations stratégiques sur la R&D, sur le M&A, peuvent être volées et ce qui peut entraîner de multiples conséquences, le chantage, la mise en cause par rapport au RGPD, la perte d'avantages concurrentiels et aussi l'impact pour les personnes concernées, donc les clients ou les clients des clients. Ça peut être des impacts de type usurpation d'identité, par exemple. Et enfin, le troisième impact, il est lié à la fraude. Une intrusion dans des systèmes d'une entreprise, de la trésorerie, le paiement fournisseur, mais aussi plus simplement la messagerie, ça peut permettre d'initier des mouvements de fonds frauduleux.
Ces menaces, elles proviennent principalement de groupes de cybercriminels qui opèrent depuis l'étranger. Et ces gens-là, ils sont dans une optique de maximisation immédiate de leurs profits. Donc, ils vont là où c'est facile et c'est rapide. Ensuite, à moyen terme, je pense qu'il faudra surveiller les ERP comme SAP S4, qui sont aujourd'hui des systèmes absolument centraux et critiques dans la très grande majorité des entreprises. Et qui sont donc, de ce point de vue, une cible tentante pour les criminels. Donc, vous venez de nous l'expliquer, les menaces sont extrêmement diverses et pour tenter d'apporter une réponse à ces enjeux de cybersécurité, l'Europe a choisi de mettre en place un ensemble de réglementations que la France est en train de transposer dans sa législation. Alors, pourriez-vous nous en donner un rapide aperçu, Vincent Marais? Alors, il y a en effet un nombre conséquent de réglementations qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. La directive NIS-B2, donc qui étend le périmètre de la directive précédente, NIS-B1, et qui couvre aujourd'hui 18 secteurs critiques. Et donc, en France, on estime que c'est 15 000 entités dites essentielles ou importantes. Et selon les catégorisations, cette directive impose des mesures minimales de cybersécurité, la notification rapide des incidents aux régulateurs, la formation des organes de direction, la maîtrise des risques liés à la sous-traitance et puis des évaluations régulières de conformité. DORA, Digital Operational Resilience Act, c'est une réglementation donc d'application immédiate, un règlement qui s'applique au secteur financier et à ses sous-traitants informatiques. Et elle impose des obligations renforcées sur des tests de résilience, sur la gestion des prestataires critiques et puis sur le reporting centralisé des incidents. Le Cyber Resilience Act, CRA, lui, il vise, donc pareil, une réglementation européenne, il vise les fabricants de produits numériques et logiciels et il impose des exigences de cybersécurité tout au long du cycle de vie des produits, ainsi que l'obligation de corriger les vulnérabilités et de notifier les failles. Donc, par exemple, si vous fabriquez un ours en peluche connecté, eh bien, vous devez être conforme à la réglementation CRA. L'IA Act, quant à lui, il encadre le développement et l'usage des systèmes d'IA selon une approche par les risques. Donc ça, il impose des exigences strictes en matière de transparence, de gouvernance des données, de documentation, de supervision humaine, et notamment pour les systèmes dits à haut risque. Enfin, vous avez une directive, la directive REC, au REC, sur la résilience des entités critiques, qui marque une évolution d'une logique de protection vers une approche centrée sur la résilience par rapport à tous les risques. Et sa transposition va actualiser le dispositif français de sécurité des activités dites d'importance vitale. Donc, qu'en est-il justement des transpositions actuelles dans la loi française? Alors, la transposition de la directive NIS-B2, elle est attendue avant l'été, avec des décrets d'application à la rentrée 2025. DORA, règlement d'application immédiate, est rentré en application en janvier 2025. Pour l'IACT, ça sera en août 2026 pour la plupart des exigences. Et pour le CRA, ça sera pareillement pour la plupart des exigences en juillet 2027. Et vous nous expliquiez donc en préparant l'émission que ça c'est pour le périmètre européen et qu'il y a bien évidemment d'autres périmètres à prendre en compte. Oui, parce qu'il y a des réglementations en Chine notamment sur la cybersécurité, sur la privacy, sur l'IA. Il y a des réglementations au Japon, en Corée et même aux États-Unis où on a le sentiment qu'il n'y a pas de réglementation et c'est le cas au niveau fédéral. Mais par contre, il y a des États, voire des villes qui passent des réglementations sur la cybersécurité, sur les objets connectés, sur l'IA. Et donc, c'est un véritable tsunami réglementaire pour les directeurs cybersécurité qui est déjà là, en fait. D'où l'importance d'avoir une gouvernance resserrée parce qu'il y a la cybersécurité qui est impliquée au premier chef, mais il y a aussi le juridique, la conformité, les métiers. Et donc, il faut une gouvernance pour anticiper, pour piloter ces obligations sans créer de silos ni de surcoût de conformité. Donc une actualité réglementaire extrêmement chargée. Et sur la base des constats que vous venez de nous faire, Vincent Marais, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises font face dans la prise en compte et le traitement du cyberrisque? J'en vois plusieurs. Premier défi, c'est le rythme d'innovation
des fournisseurs technologiques, des partenaires, des métiers, mais aussi des attaquants, parce que tous ces gens-là sont très innovants. Donc les équipes cybersécurité ne s'ennuient vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est une profession dans laquelle la pression est très élevée, c'est ce que montrent les enquêtes. Deuxième défi, c'est la gestion des sous-traitants. Alors, ils sont nombreux, ils ne sont pas toujours très visibles. Parfois, ils ne sont pas vraiment connus et ils ne sont pas maîtrisés. Et donc, c'est un vrai sujet, plus généralement, sur le manque de visibilité sur les dépendances critiques. C'est d'ailleurs un sujet qu'adressent les réglementations NIS-B2 et DORA notamment. Et ces dépendances, elles peuvent être techniques, sur les API, sur les chaînes logicielles, mais elles peuvent être aussi organisationnelles, avec des partenaires métiers, voire géographiques. Et donc, ces dépendances, elles sont souvent mal cartographiées, alors qu'en fait, c'est vraiment ce qui conditionne la résilience des organisations un peu complexes. Un enjeu budgétaire peut-être aussi? Alors, il y a en effet des budgets et des équipes cyber qui subissent aujourd'hui, c'est peut-être un stade de maturité, mais qui subissent aujourd'hui, comme toutes les fonctions de l'entreprise, des contraintes qui sont dues à un contexte économique pas extraordinaire. Donc, depuis l'affaire NotPetya, c'est-à-dire depuis 2017, il y a eu énormément d'investissements, notamment dans les grands groupes, sur la cybersécurité, avec en effet des budgets et des équipes qui ont beaucoup cru, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet de limitation dans les budgets et dans les équipes qui s'occupent de cybersécurité. Il y a aussi un sujet d'empilement réglementaire, on l'a vu. Donc une entreprise qui est soumis en même temps à NIS2, à DORA, au CRA, à l'IACT et à la directive REC. Alors évidemment, les périmètres, les obligations, les calendriers sont globalement semblables, mais dans les détails, c'est pas la même chose. Et donc, c'est une complexité qui rend la mise en conformité opérationnelle difficile, notamment en effet pour les entités soumises à plusieurs régimes. On a des clients, par exemple, qui, quand ils ont un incident, ils s'aperçoivent que parfois, ils devront le déclarer à 4 autorités réglementaires différentes, le même incident. Et puis, dernier défi, c'est qui est un peu en lien avec tout ce qu'on vient de dire, c'est la nécessité d'industrialiser les contrôles de sécurité. On a une extension de périmètre avec le cloud, les objets connectés, les agents IA qui imposent une automatisation accrue de la détection, de l'analyse, de la réponse aux attaques, avec des moyens qui sont encore trop souvent manuels, artisanaux ou silotés. Donc des défis qui sont extrêmement, extrêmement nombreux. Donc nous le savons, le conseil joue un rôle de supervision de l'entreprise. Il revient donc à la direction opérationnelle la responsabilité d'identifier les risques et de prendre les mesures adéquates pour en réduire la probabilité d'occurrence et l'intensité. Quelles stratégies les entreprises doivent-elles aujourd'hui mettre en place pour essayer de maîtriser au mieux ces risques, Vincent? Pour le coup, c'est une approche qui est classique. On identifie les risques, on les évalue, on les traite avec réduction des risques, transfert, acceptation ou élimination. Et puis, on met tout ça dans un cycle annuel qui permet d'identifier les nouveaux risques et puis qui permet de vérifier que les risques identifiés sont effectivement maîtrisés à un niveau acceptable. Et il faut notamment nourrir ce cycle avec les incidents de sécurité qui ont pu frapper l'entreprise ou même ses pairs. Il y a d'ailleurs de plus en plus de cercles de coopération et d'échanges entre les entreprises sur ces sujets, sur une base sectorielle ou pas d'ailleurs. Et puis, il faut prendre en compte les exigences réglementaires, bien sûr. Mais il faut trouver l'équilibre entre la protection de l'entreprise et l'agilité qui est nécessaire pour la bonne marche de cette même entreprise. Il faut aussi doser entre la prévention des attaques, la détection et puis la réaction. Parce qu'on ne peut pas toujours tout baser sur la prévention, en fait. Et puis, il faut prendre en compte la capacité, comme je disais tout à l'heure, de la capacité d'innovation des attaquants. Par exemple, un jour, il y a un cyberattaquant qui a compris que s'il détruisait les sauvegardes de données durant ces attaques de ransomware, les victimes seraient davantage forcées de payer les rançons. Et depuis ce jour, c'est une tactique qui a été adoptée très largement par ses petits camarades. Les risques de cybersécurité, par nature, sont extrêmement techniques et évolutifs, comme vous venez de le dire, au gré des changements technologiques. Quelle est votre perception de la maturité actuelle des conseils d'administration dans la prise en compte de ces enjeux? Alors, cette maturité des conseils, elle a évolué positivement, parallèlement d'ailleurs à celle des COMEX, et notamment suite à l'attaque NotPetya, qui a vraiment été un déclencheur au final positif, si l'on peut dire.
On voit qu'il y a un dialogue entre les directeurs de cybersécurité, ou on appelle aussi CISO ou RSSI. Et ce dialogue s'est amélioré, même s'il reste parfois un peu difficile, parce que la nature du sujet qui intègre beaucoup d'incertitudes, d'immatérialité, de technologie. La cybersécurité, elle est désormais largement intégrée dans l'agenda des comités d'audit ou des comités de risque, également dans les programmes d'audit, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Ceci dit, le principal défi, ça reste la capacité à maintenir dans la durée un niveau de compréhension suffisant par rapport à un environnement qui évolue très vite. Donc les administrateurs doivent naviguer entre plusieurs dimensions: techniques, métiers, réglementaires, réputationnelles, sans se perdre dans cette complexité. Et puis, comme les attaquants qui s'adaptent en permanence, ils doivent cultiver une posture d'apprentissage continu en s'appuyant sur des formats de sensibilisation ciblés, et ils doivent intégrer la cybersécurité comme une brique structurelle de la résilience de l'entreprise. Donc justement, l'implication des administrateurs, comme vous venez de le suggérer, passe aussi par leur propre montée en compétences. Quelles actions de sensibilisation ou de formation recommandez-vous pour les membres des conseils? Ouais, l'acculturation à la cybersécurité, elle a, je pense, atteint un bon niveau chez les dirigeants. Ensuite, en lien avec ce que j'ai dit plus haut, sur la grande évolutivité du sujet, il faut garder le rythme pour assurer un niveau de connaissance suffisant des administrateurs sur ces sujets de risques technologiques. Par exemple, aujourd'hui, c'est le sujet de l'IA et des risques d'attaques malveillantes de l'IA ou d'usage malveillant de l'IA qui me paraissent devoir être pris en compte dans cette démarche de formation et de sensibilisation régulière. Donc les administrateurs doivent se former en permanence pour mettre à jour leurs connaissances. D'une manière plus générale, comment ces instances devraient-elles idéalement s'organiser, donc les instances de gouvernance, pour exercer pleinement leur rôle de supervision? Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez nous partager? On peut citer quelques axes, hein. Désigner un référent cyber au sein du conseil, idéalement avec une expertise technique ou réglementaire. Intégrer, comme on l'a dit, formellement la cybersécurité dans l'ordre du jour du comité d'audit. Demander des reportings réguliers, si possible trimestriels, sur le niveau de risque, les incidents significatifs, l'avancement des plans de remédiation également. Et en lien, obtenir des tableaux de bord consolidés, intelligibles, et puis orientés vers les impacts business. On peut également citer l'intégration de la cybersécurité dans les discussions stratégiques. Quand il y a des innovations, quand il y a des acquisitions, quand il y a une internationalisation à propos du cloud, de l'IA, etc. Également, on peut comparer l'entreprise, benchmarker l'entreprise avec les pratiques du secteur, hein, par des audits indépendants, des analyses de maturité ou même des certifications. Et puis, on en a parlé, suivre l'évolution du cadre réglementaire, donc NIS2, DORA, IAC, CRA, et puis s'assurer de la conformité. Et enfin, je pense qu'il est important de veiller à ce que la cybersécurité soit transversale dans l'organisation, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas uniquement la responsabilité du directeur cybersécurité, mais qu'elle soit aussi intégrée dans les projets IT, les opérations, la RH, la conformité, les achats, etc. Au-delà de l'organisation de la gouvernance dont vous venez de nous parler, il y a aussi le rôle que les administrateurs acceptent de prendre sur le sujet. Quelle posture doit-on attendre de leur part? Quels doivent être les bons réflexes que ces administrateurs doivent mettre en œuvre? Ils doivent se faire expliquer les choses par les opérationnels, en posant des questions simples et même candides, entre guillemets, et il y a plusieurs thèmes. La gouvernance et la stratégie, par exemple. Qui porte la responsabilité de la cybersécurité dans l'entreprise? Est-ce que le sujet est traité au niveau stratégique adéquat? Comment évaluons-nous la maturité de notre organisation? Avons-nous une gouvernance adaptée? En termes de gestion de risque, on peut poser des questions comme est-ce qu'on a identifié nos actifs informationnels les plus sensibles? Est-ce qu'on connaît les scénarios de menaces pertinents, les impacts potentiels et leurs probabilités? Est-ce qu'on est capable de prioriser les risques en fonction de la criticité métier? En abordant des sujets de sécurité opérationnelle, par exemple, une question, comprenons-nous nos failles de sécurité, nos principales failles de sécurité? Quels sont les processus qui sont en place pour renforcer cette résilience face aux cybermenaces? Est-ce qu'on est capable de détecter rapidement une cyberattaque et surtout d'y répondre efficacement? Et puis en termes de conformité, est-ce qu'on a cartographié nos obligations légales liées à la cybersécurité? Est-ce que le dialogue entre les fonctions cyber et les métiers
est suffisant pour avoir une approche intégrée? Est-ce qu'on intègre ces exigences dès la conception des projets de transformation dans des produits ou des services? Il y a aussi les sujets RH. Oui, est-ce que les collaborateurs sont sensibilisés aux enjeux de sécurité et est-ce qu'ils sont formés et au final mobilisés pour adopter les bons réflexes au quotidien? On a aussi le sujet de la supply chain. Alors, c'est le terme consacré en cybersécurité pour tout ce qui est les relations avec les tiers et les sous-traitances, notamment technologiques. Donc, une grande question, c'est est-ce que les partenaires, les prestataires exposent notre organisation à des risques et quels mécanismes on a mis en place pour évaluer et sécuriser ces dépendances tierces. Et enfin, en termes de pilotage, comment on mesure l'efficacité des investissements cyber? Est-ce qu'on a des indicateurs de performance clairs et puis également, où est-ce qu'on se situe par rapport aux pairs de l'entreprise? Ce qui fait un nombre de questions importantes que les administrateurs devraient se poser. Alors, faire face à une cyberattaque, c'est aussi un enjeu de résilience pour l'entreprise et son conseil. Comment répondre et gérer les conséquences d'une crise de cybersécurité, Vincent Marais? Ça fait partie des sujets sur lesquels les administrateurs doivent s'assurer que les bonnes pratiques sont en place. Donc, on en a parlé, l'identification des processus et systèmes critiques, les plans de continuité, les plans de reprise, l'organisation et les plans de gestion de crise cyber et puis aussi les exercices de gestion de crise. D'ailleurs, il est souhaitable pour les membres du conseil de participer, au moins d'assister à de tels exercices de gestion de crise cyber qui permettent de tester les chaînes de décision, la communication et au final la résilience de l'organisation. Avant de refermer cette émission, encore 2 questions, Vincent Marais. Tout d'abord, quelles sont, selon vous, les grandes tendances ou évolutions à venir en matière de cybersécurité dont les conseils devraient se saisir dès maintenant? Alors, je citerai 2 points. Le premier, je l'ai évoqué très rapidement au début de notre entretien, c'est je pense que les systèmes SAP seront davantage visés par les criminels dans les années à venir. Les entreprises, elles renforcent, notamment les grandes entreprises, renforcent chaque année la sécurité de leurs systèmes Active Directory qui ont été, depuis l'affaire NotPetya, la cible principale des cyberattaquants. Il va arriver un moment où ces défenses en fait, seront trop efficaces pour que les attaques visant ces systèmes soient rentables. Et les systèmes SAP, on l'a vu, ce sont des systèmes absolument critiques et qui sont utilisés par la quasi-totalité des grandes entreprises. Donc, il est logique de penser que des cybercriminels qui sont mus uniquement par l'appât du gain vont investir pour être en mesure de viser ces environnements. En outre, dans le cadre des programmes de migration vers la version S4 de SAP, et dans lequel les grandes entreprises, notamment, vont dépenser des sommes très importantes, il me paraît important que les conseils vérifient que les questions de cybersécurité ont été dûment embarquées dans ces programmes, en fait. Le deuxième point, c'est l'IA, et il y a plusieurs angles, hein. Le premier angle, c'est est-ce que les systèmes d'IA ou demain les agents IA en cours de développement ou déjà en production sont suffisamment protégés contre des cyberattaques et autres actes malveillants. Le deuxième sujet, c'est est-ce que la stratégie cybersécurité prend en compte que demain, les cyberattaques, elles seront boostées à l'IA. C'est-à-dire que les cyberattaquants, ils vont aller chercher et utiliser les capacités de l'IA pour rendre les attaques plus rapides, plus efficaces et in fine plus dévastatrices. Et puis, le troisième angle, c'est est-ce que la stratégie cybersécurité inclut l'IA comme un axe qui permet de faire plus, de faire mieux, de faire plus rapidement, de faire moins cher par rapport aux cybermenaces. Et au contraire, est-ce que cette stratégie prend en compte correctement les limites intrinsèques des IA, c'est-à-dire les hallucinations, les biais, la non-explicabilité. Donc voilà 3 angles pour l'IA en lien avec la cybersécurité qui doivent être regardés, selon moi, par les administrateurs. Pour conclure, Vincent Marais, si vous deviez donner 1 ou 2 conseils clés à un administrateur qui souhaite mieux s'emparer du sujet cyber, quels seraient-ils? Je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est d'accepter que la cybersécurité ne soit pas un objectif atteint une fois pour toutes, mais que c'est en fait un processus continu d'adaptation. Les menaces, elles évoluent, les technologies, elles changent, les attaquants, ils s'adaptent aux mesures de défense. Donc,
il faut intégrer cette logique de mouvement dans la gouvernance du risque. Le deuxième, c'est de chercher en permanence un équilibre dans le niveau de compréhension. Il faut aller chercher des niveaux de compréhension suffisamment techniques par rapport aux mécanismes clés, mais il faut aussi aller chercher une compréhension business parce qu'il faudra toujours relier les enjeux cyber à la stratégie de l'entreprise. Et enfin, il faut avoir un niveau de compréhension réglementaire parce qu'il faut anticiper les obligations liées aux réglementations qui, on a vu, sont nombreuses, et également un niveau opérationnel parce que le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de résilience de l'organisation face aux cyberattaques. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir expert, mais il faut savoir poser les bonnes questions au bon moment, aux bonnes personnes et garder un œil critique, bienveillant, mais critique sur les réponses. Nous arrivons au terme de cette édition de Défi Gouvernance. Merci beaucoup Vincent Marais pour cet éclairage complet et concret. Nous l'avons compris à travers vos propos, la cybersécurité n'est plus un sujet technique réservé à des spécialistes, mais bien un risque global qui pèse sur toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, qui appelle une attention soutenue et une implication directe des conseils d'administration et de leurs membres. Les bonnes pratiques existent, les réflexions progressent, mais l'adaptation doit rester permanente face à des menaces qui évoluent sans cesse. Chères auditrices, chers auditeurs, nous espérons que cette émission vous a fourni des informations et des pistes de réflexion qui vous seront utiles. N'hésitez pas à nous suivre dès maintenant sur nos pages LinkedIn KPMG France, KPMG Business Experience et KPMG Avocat. Écoutez ou réécoutez également sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. En attendant notre prochaine émission de septembre prochain avec Jean-Jacques Dègre pour notre journal de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance d'entreprise, toute l'équipe de Défi Gouvernance se joint à moi pour vous souhaiter un bon été et une excellente pause estivale pour les chanceux qui prendront des vacances. À très bientôt et un grand merci pour votre fidélité.